Mais il faut comprendre qu'on le fait vraiment par effet de levier puis par nos propres talents et nos propres compétences parce qu'on n'avait pas nécessairement de ressources. Fait qu'il a dit, Vicky, moi, j'ai l'idée d'avoir de construire un genre d'incubateur où est-ce qu'on pourrait créer différents programmes pour aider les entrepreneurs à se développer. Quand je vois les yeux de ces femmes-là ou de ces gens-là qui ont eu une transformation, qui ont pu créer quelque chose de magique, bien, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est tellement beau. On parle de plus de 20 millions. Oui. On parle de 12 bureaux à travers le Canada. On parle de 2000 entrepreneurs qui ont été aidés et plus de 500 entreprises. C'est plus de 260 millions de revenus qui ont été générés par ces organisations. Ces organisations-là. Fait qu'on a créé un mouvement. C'est une fierté. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Vicky Joseph, bienvenue! Merci beaucoup, Cléo. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. En fait, merci d'être là, encore plus dans une situation extraordinaire qui t'est arrivée dans les dernières semaines. Oui. Hein? J'ai cassé ma cheville, en fait. J'ai eu une triple fracture, tu sais, sur une chute qui est tellement banale puis qui a comme tout changé dans les dernières semaines. Fait que je suis encore en convalescence, mais je suis venue juste pour toi. Oh my God, je suis donc privilégiée. Fait qu'aujourd'hui, Vicky, on a plein de beaux sujets à couvrir. Tu te dis entrepreneur autodidacte. Oui. Mm-hmm. Tu es à la tête de V Cosmétiques International qu'on va parler. Tu as cofondé le groupe 3737 et on parle même d'une fondation qui s'en vient prochainement. Donc, on a plein de belles choses à couvrir. Tu fais partie de notre 100e épisode. Hein? Écoute, tu étais sur mon panel. Écoute, c'est cool. Puis j'étais sur ton panel, effectivement. Ah, je trouve ça très spécial d'être ici avec toi aujourd'hui. En fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'on apprend à se découvrir l'une et l'autre et on est en train de connecter nos deux univers. Tout à fait. J'ai fait partie de ton événement Lipstick and Secret. C'était Jessica Arnois que tu avais invité à ce moment-là. Et j'ai découvert un peu ta communauté et j'aime ça, justement, découvrir des nouvelles choses, la façon dont tu l'abordes. Tu parles avec authenticité, tu vas avoir un message d'impact. Absolument. Et c'est là aujourd'hui que je veux qu'on prenne le temps, dans un premier temps, de découvrir, mais qui est Vicky? Ah, ça va me faire plaisir de te partager ma vie, mes secrets, comment est-ce que je pense et pourquoi je suis la Vicky que je suis aujourd'hui. Exact. Donc, on commence par d'où tu viens. Alors, moi, je suis pour les raisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent souvent quelle nationalité que je suis. Oui. Je suis d'origine haïtienne. Mes parents sont arrivés ici au Canada dans les années 70 pour une meilleure vie, bien sûr. Mais je suis née, moi, ici au Québec. Très fière d'être québécoise, mais je ne mets jamais de côté mes origines. Je suis très attachée culturellement à la culture haïtienne, bien sûr. J'en suis fière. J'ai déjà été en Haïti à quelques reprises. Mais je suis attachée, je suis née, je suis fière d'être québécoise. Donc, on a habité, ça s'appelle, nous, on appelait ça la petite Haïti à l'époque. C'était dans le quartier Saint-Léonard, pas loin de Montréal-Nord, Saint-Michel. Fait que j'ai grandi là. J'ai été dans des écoles où est-ce que c'était complètement rempli de très, 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 très diversifié. C'était que des immigrants qui allaient dans ces écoles-là. Donc, c'était de culture très protestante.
Et puis, donc, j'ai pas nécessairement connu de différence en termes de... Tu sais, en termes de que ce soit de la discrimination ou quoi, parce que c'était les Nations unies. Tout le monde était ensemble, c'était mélangé, c'était très, très, très diversifié. Donc, voilà, c'est là que j'ai grandi dans le quartier, appris ma barre dans le quartier Des frères, Saint-Léonard, qui des était sœurs? la petite Haïti. J'ai un frère, un grand frère, qui s'appelle Bradley Joseph, que les gens pensent jusqu'à aujourd'hui que ça doit être moi la grande sœur parce que j'en ai dedans. Lui, il est très tranquille, très posé. C'est le petit tech de la famille. OK. Donc, j'ai mon grand frère, mes parents, ma mère, elle est pâtissière. Et mon père, qui est décédé aujourd'hui, ça fait déjà presque 8 ans, ça passe extrêmement vite. C'était un chauffeur de taxi. OK. Donc, c'était ça qu'il a. Dès qu'il est arrivé ici au Québec, il était chauffeur de taxi. OK. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que je pense qu'il faisait des belles choses. Il faisait hein? des super de belles choses. Parce que je veux faire un lien avec ton tout à goût. fait, avec mon parcours. Mon père, c'était un couturier pour des groupes de musique haïtienne à l'époque, puis des groupes qui étaient quand même assez connus, Oui. même internationalement. Donc, c'était vraiment cool. Fait que mon père était couturier. Donc, c'est de là que j'ai eu ma petite fibre créative mode quand j'ai décidé d'aller étudier justement en mode. On va en parler un petit peu plus Un petit peu loin. plus tard, exactement. Alors là, la famille vient ici pour un monde meilleur. Oui. Vous êtes élevés ici. Et souvent, ça fait des entrepreneurs. Oui, Hein? Tu sais, tout vous à vous fait. débrouillez, la communauté. Est-ce qu'il y a Mais on ne d'autres familles? comprenait pas ça, par contre. OK. Tu sais, c'était vraiment plus une question de survie. Mais j'ai pas grandi avec nécessairement de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un moteur à l'économie, puis c'est un moteur de richesse. Oui. C'est un créateur de richesse. Je l'avais pas nécessairement compris ça à l'époque. Mais c'est parce que c'est un instinct de survie. Mais oui, mon père est entrepreneur. Puis ma mère, elle l'était aussi. Elle travaillait pour une compagnie de pâtisserie. Mais par contre, elle a commencé à partir sa petite business depuis quoi? Les 30 dernières années. Elle en fait encore aujourd'hui. Elle est à la retraite, puis elle a encore des commandes de gâteaux à n'en plus finir, puis c'est ce qui finit ses fins de mois. C'est vraiment cute. Mais ils sont entrepreneurs à la base. Mais là, aujourd'hui, je le comprends, mais pas à l'époque. Pas à l'époque, exact, c'est ça. Et là, bon, tu grandis dans cet environnement-là. Et est-ce que tu aimes le sport? Tu aimes la musique? Tu sais, quand tu es plus à l'adolescence, qu'est-ce qui te fait vibrer? J'adorais la mode parce que, justement, pour faire un lien, quand je regardais mes parents, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens des années 70, c'était vraiment le look très Miami Vice. Oui. Les pantalons palazzo, les bottes qu'on appelait vraiment patoff, les chemises Guayabel. C'était vraiment un look qui était hyper... c'est très glamour, très 70s, très liberté complètement. Tu t'habilles comme tu veux. C'était très cool. Il n'y avait aucune oppression. Fait que j'admirais. Fait que c'était leur façon de s'exprimer. Oui. Donc, j'étais en admiration avec ça. Puis d'un autre côté, j'étais extrêmement sportive. Fait que j'étais comme on m'appelait un petit garçon manqué. Oui. Fait que dans la cour d'école, c'était drôle parce que je jouais autant avec les garçons, plus en fait avec les garçons parce qu'ils étaient plus d'action que les filles. Et les filles étaient très comme corde à danser, puis tu sais, ça gossipait. Fait que moi, j'étais comme, j'ai pas le temps pour le gossip. Non. Moi, je veux bouger. Fallait que je sorte l'énergie. Fait que j'étais hyper sportive. Fait que durant mon parcours, pendant longtemps, j'ai fait plusieurs sports, entre autres la ringuette. Fait que j'ai joué à la ringuette jusqu'à l'âge de 17 ans. Wow. J'adorais la ringuette. Mes parents m'amenaient partout un petit peu, c'était régional. Fait que j'allais à Québec, j'allais à Trois-Rivières, j'allais un peu partout. C'était vraiment fun. Fait que, voilà. OK. Fait qu'une belle enfance, touchait un petit peu à tout. Oui. Et là, parcours scolaire par la suite? Ensuite de ça, une fois que j'ai terminé, je veux dire, mon primaire, j'ai été à Villa Maria, qui est une école privée à Montréal, qui est pas loin de Décarie, dans ce coin-là. Donc, j'ai fait mon parcours du secondaire dans une école privée de filles, chez les sœurs. Puis ça a bien été quand même. On était quand même... Par contre, il faut que je donne une petite anecdote parce que c'était quand même hilarant. Tu sais, c'est drôle de voir un peu, je pense que c'est générationnel, fait qu'on avait une cohorte d'entrepreneurs. Parce que la plupart des filles de ma cohorte, avec lesquelles que j'ai gradué en 96, c'était pas mal, on était très rebelles. Fait que ça, c'est un profil qu'on comprenait pas. À Villa Maria, les sœurs nous disaient, mon Dieu, c'est l'année la pire. Vous étiez rebelles. Vous en aviez dedans. Ça se peut pas. Qu'est-ce que vous mangez à tous les jours? Mais aujourd'hui, je revois ces femmes-là, puis elles sont quasiment toutes à la tête d'entreprise. C'était toutes des leaders, toutes des femmes qui sont entrepreneurs. Fait que, qui avaient le goût de changer le monde. Qui avaient le goût de changer le monde. Puis tu as gardé contact avec elles? Puis j'ai quand même gardé contact avec certaines d'entre elles. Fait que c'est fun. OK. Ensuite de ça, par la suite, j'ai été au cégep. J'ai commencé à Dawson. J'ai fait un petit peu le tour après 1 an et demi, 2 ans, mais
quand tu es créative, puis encore une fois, je comprenais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, faut comprendre. J'avais pas nécessairement de la représentation autour de moi, mais j'ai réalisé qu'à un moment donné, je tournais autour du pot, puis je me cherchais, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais là. Donc, finalement, j'ai vu une annonce qu'il y avait un programme en design de mode, commercialisation et design de mode, puis je me suis dit, oh my God, ça a l'air vraiment cool. Moi, je suis une fille de mood board, je suis une fille créative. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, je me vois. Tu sais, je comprenais pas trop le monde de la business, mais j'étais juste comme, mais c'est vraiment cool, tu sais, d'être dans la mode. J'aurais peut-être une sacoche, je pourrais peut-être voyager, tu sais, je serais en charge, je vendrais des vêtements, peut-être qu'éventuellement, je pourrais avoir une boutique. Fait que je pense que je vais aller étudier en mode. Mais ne sachant pas qu'il faut que tu comprennes que les parents immigrants sont contre l'instabilité financière. C'est une question de sécurité, c'est une question de peur, c'est normal. Hein? Oui. Fait que quand je leur annonce que je vais quitter le cégep pour aller étudier en mode, c'était la guerre. La guerre à la maison. Oui. Mon père voulait rien savoir. En plus que c'était un programme qui coûtait une fortune. Il m'a dit non, continue, va étudier. Tu voulais aller en droit ou en criminologie. Moi, c'était un de mes plus grands rêves aussi. J'aimais vraiment la criminologie. Puis c'est clair que ça revient avec l'humain. C'est vraiment de comprendre l'humain et d'aider son prochain. Fait que c'était ça la criminologie pour moi, même en droit. Fait que, tu sais, c'était soit cette option-là ou soit que j'allais en mode. Mais finalement, l'esprit rebelle à l'intérieur de moi a décidé de falsifier la signature de l'inscription. Puis j'ai décidé d'aller en mode. Mon père ne m'a pas parlé pendant 3 ans parce que c'est inacceptable. Mais quel affront de passer par-dessus sa discipline et ses règlements qu'il fallait qu'on aille dans un domaine qui était sécurisé. Oui. Donc, finalement, j'ai été étudiant en mode. Et voilà. Puis c'est quand j'ai terminé en mode que j'ai travaillé dans différentes organisations. Puis j'ai fait mon petit chemin. Tu as fait ton petit chemin. Mais là, tu dis que ça fait déjà 8 ans qu'il n'est plus là, mais il a sûrement eu la chance de voir la belle évolution que tu as faite. Il va être fier de toi. Il était très fier de moi. Puis il me l'a dit. Il n'a pas voulu me le dire de façon très lucide et très concrète, mais sur le lit de sa mort, il me l'a dit. Il a dit, je suis vraiment fière de toi. Exactement. Mais tu sais, en fait, c'est comme tu dis, c'est de l'insécurité, c'est de la peur, c'est d'offrir ce qu'il y a de mieux pour les enfants. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Tu sais, c'est un peu l'effet miroir. Ils veulent juste s'assurer, tu sais, que ça se reflète sur eux, qu'ils ont une paix. Qu'ils ont une paix et que ce soit stable. Oui. Mais quand tu es passionné puis que tu es entrepreneur, tu le sais, c'est très difficile d'aller à l'encontre de ce que tu veux. Ça finit toujours par te rattraper, puis je le comprends aujourd'hui. Le plan que, peu importe en ce que tu crois, ton être supérieur, moi, c'est bien sûr, c'est Dieu, tu peux pas déroger. Non. Tu vas toujours revenir. Peu importe que j'aurais travaillé dans le domaine de la criminologie, je le crois à 100%, Cléo, je serais revenue entrepreneur. Exactement. Total. C'est ça. Puis comment la fibre, justement, entrepreneuriale, une fois que tu as étudié en mode, tu as travaillé dans la mode? J'ai travaillé dans la mode. Mon premier emploi, c'est une autre belle histoire, en fait. On était quand même dans une cohorte de 200 étudiantes qui terminaient dans le domaine de la mode. Et puis, j'avais mon professeur d'achat qui était vraiment... il était très... c'était quand même un gars qui était très, très, très visionnaire, puis il était entrepreneur. Fait que je pense qu'il a vu en moi la fibre entrepreneuriale que je ne voyais pas. Souvent, les gens voient ton propre potentiel. Puis c'est souvent ça. Hein? Ils vont te dire une phrase, un commentaire qui t'allume. Absolument, qui m'allume. Fait que sa femme, à l'époque, avait un magasin de vêtements. Puis elle tenait une des lignes qui s'appelle Polo Jeans Ralph Lauren. Moi, je l'avais dans mon mood board. J'ai dit un jour, je vais travailler pour Polo Jeans Ralph Lauren. C'est sûr, je vais travailler pour Polo. Peu importe la gamme, la collection, la ligne, je vais travailler pour Polo. Fait qu'il m'appelle. On est à la fin de l'année. Puis il me dit, Vicky, j'ai une opportunité pour toi, puis tu es la seule qui pourrait le faire. J'ai la représentante de Polo Jeans Ralph Lauren Canada qui se cherche une assistante représentante pour l'accompagner dans son nouveau mandat. Fait que j'ai pensé à toi. Elle travaille dans la boutique. En fait, elle vend présentement dans la boutique à ma femme. Puis je pourrais te mettre en lien. Elle cherche cette perle-là, puis c'est toi que ça prend. Parce que ça prend, justement, quand tu es représentante, c'est quand même un intrapreneur. Hein? Oui. Donc, tu es quand même un peu autonome. Donc, tu dois savoir être en mesure d'être capable de te débrouiller. Donc, il m'a dit, va la rencontrer, puis je pense que tu vas l'avoir.
Fait que je vais rencontrer, elle s'appelait Manon Kimpton, puis ça a été une de mes plus grandes mentors. C'est une femme que j'admire énormément, une femme qui n'a pas vu ma couleur de peau, qui n'a pas, tu sais, qui avait aucune perspective, aucune opinion par rapport à ça, très transparente. Elle était très humaine, très ouverte sur le monde. Puis elle m'a dit tout de suite, dès qu'elle m'a rencontrée, quelques minutes après, elle m'a dit, Vicky, tu vas travailler avec moi. Je vais te prendre sous mes ailes. C'est fait automatiquement. Elle avait rencontré plus d'une 50aine de candidates. Wow. Puis que j'étais la dernière. Puis elle m'a dit, c'est toi que je veux. Puis on a travaillé presque 8 ans ensemble. Fait que j'ai eu la chance de travailler pour des super de belles organisations dans le domaine de la mode. Puis si je m'en vais un petit peu plus loin, où est-ce que l'entrepreneuriat est venu concrètement, c'est que j'avais quitté Polo Jeans Ralph Lauren parce que je voulais avoir d'autres expériences. Puis elle quittait l'emploi aussi. Puis je me suis dit, oh non, si je travaille pas avec toi, Manon, je veux pas travailler avec personne d'autre. Fait qu'elle dit, ben là, c'est probablement le temps pour toi de voler de tes propres ailes. Oui. Fait qu'elle m'a présenté à son mari, qui était aussi dans le domaine de la mode. Fait que j'ai travaillé pour lui. Ensuite de ça, c'était dans le même bureau. Fait que c'était comme un genre d'agence, si on veut, qui avait plusieurs marques. Fait que j'avais commencé avec lui, mais lui, entre-temps, dans la même année, il avait vendu. Fait que là, il y avait une opportunité de l'autre côté avec ses autres partenaires. Donc, ses partenaires m'ont embauché, puis j'ai commencé à travailler pour différentes... Je nomme pas de nom parce que je veux pas... Non. C'est pas le point, mais j'ai travaillé pour cette compagnie-là. J'ai lancé une des gammes. J'ai eu un succès flagrant dès la première année. Je pense que tu as une idée, mais j'étais une extrêmement bonne vendeuse. J'étais très dynamique, très stratégique à l'époque. Puis Manon m'a montré tous les ins and outs de la business. C'était vraiment très, 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 très intéressant. J'ai beaucoup appris. Mais je suis tombée enceinte. J'ai rencontré mon mari, je me suis mariée, puis quelques mois après, je suis tombée enceinte. Et que là, cette journée-là, quand quel âge à cette époque-là, j'avais à peine 25 ans. Non, même pas. Non. J'avais 25 ans quand je suis tombée enceinte. OK. Exactement, parce que je me suis mariée, j'avais 25 puis j'ai accouché à 26 ans. OK. Voilà. Donc, si je reviens, je l'ai rencontré, on s'est mariés, on s'est fiancés 3 mois après, puis 1 an et demi plus tard, on s'est mariés. 6 mois après, je suis tombée enceinte. J'annonce à mon employeur que je suis enceinte. Et puis là, il m'a dit, ben Vicky, regarde, je pense que ça pourra pas fonctionner parce que, tu sais, le domaine de la mode, c'est très dynamique, ça va très vite. Puis je suis pas sûre que tu pourras avec un enfant. De toute façon, ton mari voyage partout à travers le monde. Je pense que tu peux être correct de rester à la maison. Les femmes restent à la maison. Nous, on a besoin d'une jeune fille plus dynamique. Puis il y a certains clients qui sont un peu dérangés par ton profil, surtout dans l'ouest du Canada, dans les régions à Québec. Ils voudraient plus avoir une femme blanche qui les représente vraiment, puis même précisément, cheveux blonds, yeux bleus. Il me dit, tu vois le genre? Fait qu'il dit, tu pourrais comme rester à la maison, prends ce temps-là, occupe-toi de tes enfants, puis je pense que ça va être probablement mieux pour toi. Alors voilà. Mon ADN a été complètement ébranlé. Oui. Parce Est-ce que c'était la première fois? C'est vraiment la première fois. C'est pour ça que, ouais. On revient au début quand je t'ai dit que j'allais dans une école, dans des écoles où est-ce que c'était les Nations Unies. Je n'ai pas connu de discrimination. Les professeurs étaient, je veux dire, exposés à la diversité, la mixité en soi. Donc, j'avais vraiment pas eu de problème de discrimination. Mais pas du tout. Puis en plus de mes traits, quand on comprend mes traits physiques, je suis même si je m'en vais dans un pays comme que ce soit en Afrique, en Haïti ou peu importe, je suis considérée plus proche du blanc que des traits qui sont par la société dictés très plus négroïdes, si on veut. Oui. Donc, j'ai jamais eu de problème. Fait que partout où est-ce que je passe, je suis versatile, je passe. Alors là, de me faire dire ça cette journée-là a complètement ébranlé mon identité, qui que j'étais en tant que personne, parce que là, je me suis dit, mon Dieu, dans quel monde qu'on vit. Oui. J'entendais ces choses-là à la télévision, mais je suis comme, my God, je suis québécoise, je suis née ici. Qu'est-ce qu'il me dit là? Oui. Puis c'est des immigrants, là. Puis je me suis dit, oh my God, wow. Fait que je pouvais rien y faire. À partir de ce moment-là, c'est là que je suis rentrée à la maison complètement ébranlée, dépressive et name it all. Imagine-toi finir ta grossesse comme ça. Tu as des hormones dans le tapis. C'est vraiment pas évident. Fait que c'est là que j'ai tranquillement, après avoir accouché, parce que j'ai vraiment pris le temps de me ressaisir, travailler sur moi-même,
Puis à force que mon mari m'encourageait, puis il me parlait, il me disait, Vicky, you're so smart, t'es tellement intelligente que tu peux pas laisser cet obstacle-là ou ce défi-là de te définir puis que c'est fini pour toi. Tu as tellement à offrir. Il y a tellement de femmes qui sont dans ta situation. Il y a tellement il y a aucune représentation. En plus, on parle de ça, il y a fast forward, back forward, là. Back, si on retourne en arrière. 20 ans de ça, c'était pire que ça l'est aujourd'hui. Fait qu'il n'y avait aucune représentation. Fait qu'il dit, tu as deux choix. C'est soit que tu restes à la maison, which is fine. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je pense que tu peux prendre ça comme levier pour devenir vraiment une voix. Tu as un feu à l'intérieur de toi. Puis tout le monde te le disait, tu étais spécial dans ta façon, dans ton approche, dans la façon dont tu travaillais, ton éthique de travail, ta façon de penser, ta pensée critique, tout ça mis ensemble, ça a fait de toi que tu es arrivé aujourd'hui quand même avec un succès. Tu es tombé juste sur quelqu'un qui était complètement ignorant, mais tu ne peux pas laisser cette personne-là t'affecter. Fait qu'à partir de ce moment-là, tranquillement, pas vite, je me suis repris, puis j'ai décidé de lancer ma ligne de vêtements à moi, New Eye by Vicky. J'ai pas commencé tout de suite à avoir mon magasin, mais par contre, ce que je faisais, je testais le marché. J'avais compris qu'il fallait que je teste le marché parce que j'ai appris sur le tas dans l'entrepreneuriat. Fait que j'ai fait mes propres études de marché. Fait que je louais des espaces, puis j'avais commencé à créer des vêtements parce que j'étais quand même très créative. Puis j'achetais des marques qui étaient quand même assez connues, justement pour créer un engouement, puis aller attirer de la clientèle comme un aimant à travers ces marques-là. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille, j'avais du monde qui venait, les gens aimaient ça. C'était différent. C'était un nouveau concept, c'est ça? Nouveau concept. Puis j'amenais aussi de la différence dans le style de vêtements. C'était très éclectique, c'était coloré, ça me représentait. C'était vraiment ce que moi, je voyais du monde et comment ce que les gens, avec les vêtements, pouvaient avoir une voix puis une influence. Parce qu'à l'époque, c'était très legging, T-shirt. Les gens s'habillaient tous de la même façon. Fait que je me suis dit, je vais amener un peu de luxe, un peu de différence, style runway, mais abordable de façon de luxe. Fait que c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, l'entrepreneuriat a commencé à se nourrir à l'intérieur de moi. Puis que, finalement, ma première boutique de vêtements, je l'ai ouverte parce que, justement, j'avais tellement rencontré de gens que j'avais rencontré. Il y avait une place parce que je magasinais pour mes enfants de vêtements, une petite boutique pas loin de chez moi à Laval. Et puis, comme j'étais bonne, avec le côté social, je parlais avec les gens. À chaque fois que j'y allais, je restais 2-3 heures. Puis elle me disait, je lui racontais ce que je faisais, que je faisais ces événements-là de temps en temps. Puis, à un moment donné, j'étais arrivée à sa boutique, puis elle m'a dit, « Ah, mon Dieu, Vicky, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier soir, justement. » C'était comme, elle me dit, « Hier soir, j'étais en train de faire la vaisselle, puis mon mari m'a dit qu'il me laisse, il me divorce, puis qu'il me laisse avec les 3 enfants, puis on avait ce magasin-là ensemble. Là. Fait qu'il me donne 1 mois pour débarrasser, puis que je le sous-loue, il veut rien avoir à faire avec ça. Fait qu'il dit, je veux plus rien savoir, tu fermes ça, c'est fini. Fait que c'est là qu'elle m'a dit, je me souviens, tu m'as raconté que tu faisais tes événements, tu avais ta ligne de vêtements. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être de sous-louer mon local? Puis c'est là que j'étais comme, je sais vraiment pas, je n'étais pas rendue là dans mon raisonnement. Puis là, elle m'a dit, mais je pense que ce serait super bien. Tu sais, t'as déjà une clientèle de bâti. Là, tu as le local, puis tu pourrais juste comme rentrer tes vêtements, puis peut-être, tu sais, prendre la relève. Fait que là, j'ai dit, écoute, laisse-moi y penser, puis je te reviens. Fait que là, je suis rentrée à la maison, mais mon mari, c'était un homme déjà d'affaires, c'était un homme qui était déjà, tu sais, très... prendre des risques, il n'y en a pas de problème dans la vie. On prend des risques, puis qu'on y va. Ça, puis même si tu échoues, so what? On se relève, on se reprend. Fait que ça, c'est sa mentalité. Là, c'est là que je lui en parle, puis il me dit, let's go, on le fait. Hein, pourquoi pas? C'est trop hot, c'est trop cool. T'as le local, t'as pas besoin de chercher. Des fois, les opportunités, elles viennent comme ça. Fait que tu prends l'opportunité, let's go, on y va. Puis voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans ma première boutique. Wow. New Eye by Vicky. Ah, ben c'est bien. Et là, tu as dû vraiment connaître la vie un petit peu plus entrepreneuriale et toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Absolument. Que ce soit le branding, le marketing, mon Dieu, la gestion du cash flow, les budgets, la rétention, l'embauche, tout en même temps. Oui. Moi, j'ai vraiment appris sur le tas.
Et là, tu avais combien d'enfants à ce moment-là? Là? J'étais rendue à 2 enfants. Parce que j'ai eu mon 3e enfant à ma 2e boutique qui est au centre-ville de Montréal. Qui est au centre-ville. C'est ça. À chaque enfant, un nouveau projet. Un nouveau projet, tu avais trop le temps de penser. J'avais trop le temps de penser. J'avais juste passé. Puis ils étaient bébés en plus. Oui. C'était fou. Donc, tu sais, puis une boutique, c'est ouvert 7 jours, ça roulait. En plus, il fallait que j'apprenne sur le développement des affaires, là, pareil, continuer à vendre. Fait que non seulement que j'avais mes boutiques physiques, mais je continuais le B2B parce que moi, c'est une façon traditionnelle. Je l'avais appris dans le domaine de la mode. Fait qu'on était très... Ce que je connaissais, fait qu'on vendait à d'autres boutiques aussi. Alors, je faisais du développement. C'était vraiment très cool, mais c'était énorme comme changement. Énorme comme changement. L'inconfort, tu parles? Oui. Wow. Mais c'est probablement les années les plus occupées de ta vie, mais que tu as appris le plus aussi. J'ai appris le plus. Satisfaisante. Oui, c'est vrai que c'est satisfaisant. Oui. Même si tu sais qu'il y a des décisions que tu as prises que tu n'aurais peut-être pas dû puis que tu as eu des bons coups, mais tout ça fait partie de l'enveloppe du parcours entrepreneurial qui te permettent d'avancer. Puis c'est cet inconfort-là, puis c'est cette satisfaction-là de toujours prendre des risques, puis tu sais pas toujours ce que tu fais. Oui, exact. C'est vrai. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai quand même du succès, puis qu'on a des plans stratégiques, si ça, tout est en place. Malgré tout, des fois, tu as des doutes. Des fois, tu te poses des questions. On peut pas tout savoir. On continue d'apprendre, on continue d'évoluer, puis on continue d'être dans l'inconfort. Mais on a besoin de cet inconfort-là pour passer à l'autre niveau, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, d'être à l'aise d'être dans l'inconfort. Continuellement. Et là, il y a un 3e bébé qui arrive. C'est pas 3 garçons, ça? C'est 2 garçons. Mon premier, c'est un garçon. Ma 2e, au milieu, c'est une fille. Une fille. Et mon dernier, c'est un garçon. Fait que au 3e, j'ai décidé de me lancer avec une autre boutique. C'était pas assez une seule, bien sûr que non. Fait que j'ai décidé de me lancer puis on s'est dit qu'on va aller centraliser au centre-ville parce que la ligne de vêtements que j'avais, c'était quand même une ligne de vêtements qui était pour la femme d'affaires, la femme influente qui veut être quand même assez cool, mais qui veut avoir de l'audace, qui veut quand même être prise au sérieux, puis quand même qui a quand même une certaine prestance du leadership. Fait que c'était ce qui veut être avant-garde et différente aussi. Oui, c'est ça. Donc, je me suis dit qu'au centre-ville, ça allait être le parfait. Ça allait être parfait. Parfait. Est-ce que c'était la clientèle parfait? de New Eye by Vicky. Puis c'était super bien jusqu'à ce que je pense qu'en 2014, on a eu une réglementation qui a permis aux grands magasins puis aux grands manufacturiers comme la Chine et toute l'Asie, l'Inde, de venir s'implanter ici. Puis c'est ça qui a comme fait mal aux designers locaux comme moi. Fait que c'est là que j'ai dû fermer. J'ai pris la décision de fermer parce que compétitionner avec des grands comme H&M et tout, ça devenait trop difficile. Mais j'ai quand même eu mes magasins pendant presque 10 ans. Oui. Puis suite à la fermeture de ces magasins-là, j'ai quand même continué dans le B2B. J'ai quand même continué à vendre à d'autres magasins et tout. J'ai juste comme rebifurqué un peu. OK. Puis en parallèle, il y a la création du groupe 3737. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est venu, je te dirais, c'est venu de différents éléments durant le parcours entrepreneurial. Parce que faut pas que tu oublies, quand on a bâti nos entreprises, mon mari était plus dans l'intelligence artificielle, puis on avait d'autres entreprises qui naviguaient autour de l'intelligence artificielle. Moi, dans la création, dans la mode, on est dans le financement. On avait aussi une compagnie de rénovation qu'on avait commencé à lancer à l'époque, puis on avait un centre d'appel. Tu sais, on avait toutes sortes de petites aventures comme ça. Mais il faut comprendre qu'on l'a fait vraiment par effet de levier, puis par nos propres talents et nos propres compétences, parce qu'on n'avait pas nécessairement de ressources. Okay. On n'avait pas vraiment de structure. On s'est vraiment débrouillé, comme on dit, sur le tas. C'est juste qu'on avait le vouloir, on avait la passion, on avait le grit, comme on dit, que ça prenait pour partir en affaires, mais c'était dur. Fait qu'on avait à peine une carte de crédit de 10 000 $. Mais il y avait tout le monde nous fermait les portes. Fait que de par ces éléments-là, on s'est dit qu'un jour, il va falloir créer un écosystème qui va pouvoir aider les futures générations ou même nos communautés, parce que ça n'avait pas de bon sens. T'sais, nous, on réussissait, mais il fallait qu'on fasse l'effet de levier à chaque fois qu'on avait une bonne année financière. On le réinjectait dans un autre projet.
Mais on n'avait pas... Tout le monde nous fermait les portes pareil. Oui, c'est bien beau. Hey, c'est cool ce que vous faites. Mais il n'y avait personne qui avait assez... tu sais, qui croyait assez en nous pour se dire qu'on va prendre un risque dans des entreprises plus à diversité, si on veut. Oui, je comprends. Fait que c'est là que mon mari, en 2010, il a rencontré des investisseurs qui étaient devenus des promoteurs immobiliers puis qui lui avaient proposé, ben Franz, j'ai un édifice présentement qu'on est en train de complètement retaper. Il est dans le quartier Saint-Michel à Montréal-Nord, puis je pense que ça pourrait t'intéresser d'investir. C'est des condos commerciaux. Fait qu'est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? C'est là que Franz il a eu l'idée. Parce qu'il s'est dit, OK, c'est bien beau investir dans l'immobilier, on n'a pas de problème avec ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec? On est dans le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord, où est-ce qu'on a grandi. Fait qu'il a dit, Vicky, moi, j'ai l'idée de construire un genre d'incubateur où est-ce qu'on pourrait créer différents programmes, justement de ce qu'on a vu dans notre parcours, où est-ce qu'on avait un manque, pour aider les entrepreneurs à se développer. Tu sais, pour leur donner vraiment comme un espace où est-ce qu'ils peuvent apprendre, où est-ce qu'ils peuvent avoir peut-être même du financement, avoir des outils, avoir des références, des informations, de la formation pour les aider à grandir. Parce que sinon, il n'y a pas de réseau, on n'en a pas de réseau. Fait que c'est là que l'idée du groupe 3737, qui est d'ailleurs l'adresse de l'édifice, les gens se demandent toujours pourquoi le groupe 3737. C'est pas si intelligent que ça. C'est vraiment l'adresse principale de l'édifice. Puis c'est là qu'on a décidé de lancer le groupe 3737. Fait qu'on a transféré aussi nous-mêmes tous nos bureaux à l'intérieur de cet édifice-là. Puis on a commencé à générer, puis créer les programmes, commencer à faire un peu de lobbying, puis avoir un espace où est-ce qu'on avait différents entrepreneurs issus des communautés culturelles, justement, pour changer le narratif. Mais aujourd'hui, le groupe 3737 a investi plus de 20 millions de dollars. D'investissement privé par Vicky et Franz. Au tout départ, parce que ça a pris 10 ans avant d'avoir les premières subventions. Fait que tu peux t'imaginer la charge qu'on avait sur nos épaules pour éduquer l'écosystème. C'était fun d'avoir l'idée, mais on n'avait pas réalisé l'éducation que ça prenait pour que les gens puissent collaborer ou s'intégrer dans cet écosystème-là pour nous aider à continuer à bâtir. Puis là, j'ai le mot anglais qui me vient, mais c'était « Educate and create awareness ». Educate and create awareness. C'est créer... C'est ça. C'était pas juste parce qu'au début, quand on l'a créé, on s'est dit, ça va être facile, on va aller voir le gouvernement, on va aller voir les différentes instances, puis ça va se faire. Non, c'est parce qu'il y avait un travail d'éducation à faire pour faire comprendre que la diversité ou l'immigration, c'est un moteur pour l'économie, puis que c'était nécessaire pour la croissance de toute organisation, puis l'avancement de notre société. Fait qu'il fallait qu'on fasse alors que tu aurais pensé que ça aurait été plus facile. Beaucoup plus facile. C'est ça. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y a une grande fierté, mais on parle de plus de 20 millions. On parle de 12 bureaux à travers le Canada. On parle de 2000 entrepreneurs qui ont été aidés et plus de 500 entreprises. Voilà. Puis, ce qui est encore le plus frappant dans les chiffres, c'est plus de 260 millions de revenus qui ont été générés par ces organisations-là. Fait qu'on a créé un mouvement. Un mouvement qui devient exponentiel. Fait que quand tu t'en la mets à 1, c'est transférable, puis maintenant, ça devient exponentiel. Fait que c'est ça, c'est la création de richesse. On a créé des emplois, on a créé différents entrepreneurs, puis on a au-delà de 3000 entrepreneurs aujourd'hui. Là, les chiffres vont vite parce que c'est des cohortes à chaque session. C'est fou ce que ça fait, mais qu'est-ce qui est beau, c'est que c'est inclusif. Fait qu'on a plus de 116 partenaires qui ont décidé de s'investir, de soutenir ces entrepreneurs-là. Fait que ça, c'est beau. Fait qu'on a toutes les différentes instances gouvernementales qui injectent. On a des institutions financières, puis ça, c'est un gros move. Gros move. Parce qu'il fallait travailler à l'intérieur de ces cerveaux-là, parce que les institutions ont été créées d'une manière où est-ce que ça bénéficiait ceux qui avaient des bons codes postaux. Mais ceux qui n'ont pas des bons codes postaux, dans des quartiers défavorisés comme Saint-Michel, Montréal-Nord, qui était le 2e quartier les plus défavorisés
au Canada, c'est pas favorable. Fait qu'on ne rentre pas dans les critères. Fait que c'est ce qui faisait en sorte qu'on avait de la difficulté. OK. Malgré que nos entreprises étaient à succès, nous-mêmes, on avait de la difficulté. Donc, il fallait travailler de cette façon-là. Fait que tu vois un peu, Cléo, le travail qu'il y a à faire pour essayer de défaire ces biais-là, ces politiques-là qui étaient déjà encrassées dans notre système, c'était du travail. Oui. Mais aujourd'hui, quelle fierté. C'est magnifique, c'est beau à voir. Oui. C'est pas terminé parce que on continue cette bataille-là si on veut, parce qu'on a différents enjeux. Tu sais, une fois que quand la pandémie est arrivée, bien, je veux dire, on est encore en position de faiblesse, mais on continue à créer des programmes, on continue de créer les différentes approches. On travaille avec les universités maintenant, les différentes institutions financières ou des cabinets qui sont privés qui peuvent donner n'importe quelle aide, formation, connaissance pour aider les entrepreneurs. C'est un monde qui est extraordinaire, c'est beau à voir. Ben oui. C'est très beau. Fait que ça, c'est un projet que ton mari et toi, vous portez. Oui. Mais c'était pas assez. Non, c'était pas assez. Mais là, on a mis ça de côté quand même. Oui. Parce qu'on a laissé, après 10 ans, mon mari est encore le président du conseil d'administration. Oui. On est encore là à Vision stratégique, mais maintenant, on a toute une équipe d'une 50aine d'employés. Puis on a des gens qui ont commencé avec nous. Moi, je les appelle nos soldats, qui étaient là avec nous depuis le début, qu'on a encouragés à venir dans notre écosystème. C'était des entrepreneurs, comme entre autres Louis Edgar, qui est le PDG maintenant du groupe 3737, qui a rallié maintenant, du moment qu'on lui a demandé, là, tu vas prendre la relève, est-ce que ça t'intéresse? Il a dit oui. Bien là, maintenant, il a rallié toute une équipe. C'est magnifique de voir ça. Puis qu'aujourd'hui, ça continue. Mais c'est pas assez, comme tu dis. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a d'autres projets. D'autres projets. Qui s'en viennent pour Vicky. Oui. Parle-nous un peu de comment c'est arrivé, ça. Alors, ben, si on parle un peu de V-Cosmétique, oui. Ben, j'ai V-Cosmétique qui a comme rattaché à la fondation, justement, qui est comme une continuité. OK. Parce qu'avec le groupe 3737, j'avais lancé un programme qui était spécifique qui s'appelait Femmepreneurs parce que je savais que les femmes, comme tu le sais, on a différents enjeux. Fait que j'ai dit, bon, ben pour les femmes, on va créer un programme qui va s'appeler Femmepreneurs. Mais là, maintenant, ça va bien, ça roule. On a un programme qui a fait ses preuves et tout. Mais là, je me suis dit, en regardant ce qui se passait dans le marché, avec Vicky, la jeune fille qui a grandi, qui est devenue la femme d'affaires d'aujourd'hui, avec tous les entrepreneurs que j'ai mentorés, coachés, que j'ai vus grandir, je me suis dit, il y a un jalon qui est problématique encore. Fait que c'est là que j'ai vu comme une solution à amener pour aller encore plus loin, pour changer ces mentalités d'esclavage-là un peu qu'on a dans nos communautés. Je me suis dit que je vais créer une fondation pour jeunes filles, mais commencer dès la base de 6-7 ans. Parce que c'est là que le bas, il blesse. Parce que c'est comme quand on regarde même dans la cour d'école, déjà là, tu vois la dichotomie entre le garçon et la fille. Déjà là, on voit que la société a déjà injecté à l'intérieur de nos jeunes garçons que la fille, elle n'est pas au même niveau que l'homme, que le garçon. Fait que ça commence là, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, de prendre sa place, d'utiliser sa voix. Il faut toujours qu'on se mette en retrait. Fait que c'est là que j'ai décidé de lancer une fondation qui va s'appeler V-Cares, qui est rattachée à V-Cosmétique, parce que il faut qu'on transforme la jeune fille. Si on arrive à la construire à un si jeune âge, on va avoir différents groupes de jeunes filles. Bien, c'est nos entrepreneurs de demain. C'est nos entrepreneurs de demain. Oui. Puis il faut travailler la relève. Fait que moi, c'est là que je suis présentement. Puis surtout dans les quartiers défavorisés, elles n'ont pas de représentation, elles n'ont pas d'exemple concret. Donc, ce serait de leur donner vraiment des ateliers concrets puis de travailler de pair en pair avec des organisations existantes qui vont les faire voir la réalité du marché pour leur donner un vrai espoir puis de leur démontrer que c'est atteignable, c'est là. Fait qu'on va avoir des programmes spécifiques, concrets pour développer ces jeunes filles-là pour qu'elles deviennent les leaders puis les prochaines premières ministres. Les leaders. Oui, on aime ça. Ben, pourquoi pas, exactement. Absolument. Et en parlant de leaders et de premières, tu es la première femme noire à être... en fait, c'est présidente, c'est ça? Présidente du conseil d'administration de la Chambre métropolitaine de Montréal. Exactement. Alors, ça, je pense que c'est important qu'on en parle. C'est vrai. Puis, tu sais, qu'on le mentionne, parce qu'évidemment, tu as plein de prix, tu as gagné plein de choses,
Mais tu sais, comment tu vois ça? Tu dois quand même avoir une certaine fierté. Comment tu vois ça? Écoute, c'est une fierté. Parce que d'arriver dans ces échelons-là, comme on dit, si on peut utiliser l'expression du Québec Inc., Oui. pour une femme noire qui a pu percer à travers ce monde-là, Oui. c'est extrêmement difficile parce que c'est un cercle. Puis c'est pas, je blâme personne. Faut qu'on mette ça au clair. Je blâme absolument personne parce que c'est souvent le manque de connaissances, c'est souvent l'ignorance. Oui. La plupart des gens veulent s'intégrer, ils veulent collaborer, ils veulent vraiment soutenir, mais ils savent juste pas comment, comme how to reach out. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Fait que moi, pour que je sois arrivée là, qu'on me fasse la proposition, ça a commencé il y a 3 ans, quand je suis rentrée sur le conseil, même pas, ça fait 8 ans, j'étais sur le conseil d'administration de la Chambre, puis j'ai pris position sur le comité exécutif probablement 3 ans après. Puis suite à ça, c'est là que je suis devenue vice-présidente il y a 3 ans, puis que j'ai pris la présidence, puis là, je suis présidente sortante. Donc, quand on m'a approchée pour me dire, Vicky, est-ce que tu voudrais être la prochaine présidente? Je te le dis, Cléo, je ne le croyais pas parce que j'ai dit, pour moi, je me suis dit d'être arrivée comme vice-présidente puis d'être arrivée sur le comité exécutif, j'avais déjà ma place sur la table. Oui. Puis je savais que c'était souvent des grandes organisations, fait qu'il n'y a pas vraiment eu d'entrepreneurs non plus qui étaient à la tête de la présidence. Je me suis dit, waouh, c'est déjà un exploit en soi. Bien, c'est extraordinaire. Mais d'arriver à percer pour devenir la présidente du conseil, c'était majeur. Il voulait vraiment un vent de changement. Il voulait un vent de changement, puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir Vicky autour de nous si on veut des vents de changement. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'aimerais ça que tu nous parles aussi parce que tu as fait un survol rapide de V Cosmétiques International. Mais encore une fois, je pense que tu as compris un besoin. Oui. Puis tu as créé une entreprise autour de ça. Je pense que ça, c'est une des grandes forces de Vicky, d'arriver dans un endroit quelconque, de comprendre réellement le besoin, puis de dire, c'est quoi, je vais adresser. Absolument. Puis je vais faire de cet enjeu-là une opportunité. Absolument. Puis ça revient toujours quand on parle de mission. Oui, oui. Ça remonte à il y a 20 ans quand j'ai eu cette situation-là qui m'est arrivée. Puis ça a été mon fil conducteur. Fait que moi, je suis un peu... je suis un peu celle qui veut unir, qui veut unifier, qui veut créer des mouvements pour changer la mentalité des gens pour qu'on soit une société plus inclusive. Oui. Fait que dans la mode, c'était ça. Changer un peu, surtout dans la mode. Oh my God! Le monde de la mode et de la beauté, on parle de différents domaines, mais le monde de la mode et de la beauté est très handicapé par rapport à tout ce qui est... d'amener de la différence. Oui. Énorme. Puis dans tous les genres de diversité, même au niveau du physique. Oui. Oui. Vraiment. Oui. Alors, pour moi, ça a été un mandat que je me suis lancé, puis je me suis dit, j'ai cette voie-là d'influence, je vais vraiment l'utiliser dans toutes mes organisations pour que ça devienne inclusif. Pas ségrégué, mais inclusif. Fait que j'ai vu le même besoin dans V Cosmétiques. Je m'en allais sur des plateaux de tournage, puis je réalisais qu'on n'avait même pas de fond de teint. J'étais grisâtre. Puis j'étais comme, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Donc, à partir de là, je me suis dit, il va falloir connecter le monde de la mode avec la beauté. C'est interconnecté de toute façon. Ça va de soi. Ça va de soi. Et puis, on m'a approché. Puis là, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, c'est le temps de lancer la gamme de cosmétiques qui va être inclusive, qui va être spécifiquement pour les femmes, bien sûr, ethnoculturelles, mais des femmes comme toi peuvent l'utiliser parce que j'ai été travailler vraiment dans le fond des carnations. OK. Pour créer, comme on appelle le 60 Shades of Ethnicity, les 60 nuances de carnation, une ligne qui est capable de répondre aux besoins qu'il n'y avait pas sur le marché, sur les étagères de magasins. Parce qu'en 2015, on ne retrouvait pas des produits qui nous ressemblaient, mais pas du tout. Alors là, c'est là que j'ai décidé d'aller un petit peu plus fond, puis de lancer bien avant Fenty de Rihanna. Je me suis dit, je vais être une voix, puis je vais ouvrir cette porte-là pour justement nos futures générations, puis de créer une ligne qui va être inclusive, qui va aller chercher 60 du marché, parce qu'on est 60 du marché qui sont complètement diversifiés. Fait que toutes les Nations unies, c'est V Cosmétiques. Fait que je réponds à ça, parce qu'il n'y avait pas de porte ouverte. C'était très fermé comme monde. Là, maintenant, on en parle beaucoup plus, mais ça prend des femmes comme moi
Oui. pour, justement, encore une fois, être dans l'éducation. C'est vraiment pédagogique, hein? C'est vraiment, tu es continuellement dans l'éducation, de parler aux acheteurs, de parler à ta clientèle, de vraiment pour qu'ils puissent comprendre, pour créer une ouverture. Oui. De créer, malheureusement, des quotas. On a dû passer à travers ça pour intentionnellement permettre une meilleure commercialisation sur le marché. Fait que voilà V-Cosmétique qui est rendu maintenant dans 8 pays, qui est international puis qui continue son ascension. Génial. Et de transformer les femmes à travers V-Cosmétique. Bien, c'est ça. C'est que on dans les le fond, il y a transforme. Il y a une raison d'être. Il y a une raison mission d'être, beaucoup absolument. plus profonde qui t'habite. Puis Oui. je pense que c'est comme ça qu'on a connecté les deux. Oui, tout à fait. Puis moi, en fait, de rencontrer des femmes comme ça qui vont au-delà de dire j'ai une business. Tout à fait. La business, c'est le véhicule Oui, pour c'est avoir un plus véhicule. grand impact. Voilà. Mais à force, mais j'ai une question, par exemple, Mhm. c'est, tu sais, on parle souvent des femmes comme fortes ou des femmes Oui. d'intensité Oui. ou de projet ou de... Oui. Tu sais, le fait de toujours avoir à défoncer des portes, Oui. comment tu vois ça après toutes ces années-là? C'est une pression qui est énorme. On a des moments de fatigue. Puis je te dirais, on se sent souvent seul, on se sent souvent incompris parce qu'on a des visions qui sont complètement différentes parce qu'on veut aller beaucoup plus loin. Oui. Fait que c'est de toujours rallier. Puis c'est ça le leadership, hein? C'est Oui. d'influencer. Il faut avoir une certaine capacité d'influence. Oui. C'est pas juste de diriger puis de donner des tâches avec des objectifs puis qu'on atteint nos objectifs à la fin de l'année puis qu'on voit c'est quoi les résultats. C'est vraiment d'être capable de créer une culture puis d'être capable de rallier les gens autour de ça, d'être capable de créer un mouvement à travers chaque organisation pour l'amplifier puis d'aller beaucoup plus loin. Puis ça devient, par moments, épuisant parce on sent qu'on a une responsabilité. On Oui. peut jamais abandonner. Oui. Puis j'ai des moments que j'aurais aimé ça. Il y en a, je vois il y en a plein d'autres qui pourraient prendre le relais. Mais tu sais, c'est de voir toujours des claps. Bravo, et c'est extraordinaire. Elle continue. OK, est-ce qu'on peut aussi peut-être plus se mobiliser parce que ça peut devenir Oui. énorme. Peu importe la mission, parce que toi aussi, tu dois le ressentir par moment. Ben oui, tout à fait. En tant que femme, puis c'est lourd. Ça peut être oui, lourd. Oui. Puis quand t'aimes ce que tu fais, fais- tu es convaincu, c'est ce qu'on se disait juste Voilà. avant, c'est dur de s'arrêter quand on est On passionné. n'est pas capable. Puis des fois, on l'apprend au détriment. Ouais. Tu sais, moi, j'ai passé par la maladie, Tout à fait. mais en même temps, je veux dire, est-ce que je changerais de quoi dans mon parcours? Non, Rien. absolument pas. Je parle de pression C'est- parce que, tu sais, on a tellement de pression puis qu'on Oui, peut jamais arrêter. parce qu'on veut. J'ai des moments où est-ce que j'ai envie de pleurer, mais je ne peux pas parce que, je veux dire, je peux me laisser aller quelques minutes, mais après ça, il faut que je me ressaisisse Oui, parce que je sais que j'ai cette mission-là qui me tient à cœur. Oui. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne sais pas comment m'arrêter parce que je trouve ça fabuleux. Je le vois même Oui. pas comme un travail. oui, Je sais que je dois le faire parce que je Oui. suis passionnée. Puis quand je vois les yeux de ces femmes-là ou de ces gens-là qui ont eu une transformation, qui ont pu créer quelque chose de magique, bien, ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. C'est tellement beau que Oui. je suis comme, oh my God, que je Oui. veux continuer. Mais parlons un peu de ça, parce que j'ai le même effet. Tu sais, moi, ça fait... Ouais. Puis là, tu sais, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais en retraite stratégique Oui. avec, tu sais, avec des clients que j'ai depuis longue Mhm. date. Mais tu sais, j'ai la même fougue Ouais. qu'il y a 17 ans d'amener ces clients-là. Puis je me donne, puis je me Oui. lève à 5 heures le matin. Puis là, je veux que leur plan, pour que quand on quitte la Ouais. salle à 4 heures, puis Ouais. là, j'essaie de finir 1 heure plus tôt parce que je sais qu'ils sont fatigués. Mais quand on quitte à 4 heures, là, ils sont fiers puis sont confiants pour la prochaine année, malgré tous les défis économiques. Qu'est-ce qui se passe chez le voisin, des ci, des ça. Absolument. Mais tu sais, je me donne tellement, tu sais, puis hier, j'ai fini à 11 heures le soir parce que je voulais que le lendemain matin, quand ils retournent au bureau, ils ont tout. Absolument. Mais là, je me disais, il ne doit pas en avoir ben des Non. coachs qui font autant ça, tu sais, qui disent, c'est pas grave, on va Ouais. mettre ça lundi, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est moi. Fait qu'il faut que je Voilà. l'accepte. Je pense que ça fait partie de nous, notre ADN. Puis il faut qu'on l'accepte. Faut qu'on l'accepte. Toutefois, Ouais. là, toi, tu es plus jeune que moi. Ouais. Mais là, moi, j'arrive vers le 50, là, tu sais. Puis là, ce que je me dis, c'est qu'on dit souvent, puis j'aime beaucoup Chip Conley qui a écrit le Ouais. livre Learning to Love the Midlife. Puis ce que C'est Chip vrai. dit, c'est que dans tes 50 premières années, tu as cette fougue-là, puis tu Ouais. as ce désir-là de prouver que tu es capable. Oui.
Puis, tu sais, d'autant plus quand on vient, on est immigré. Tu sais, moi, je le vis avec mon conjoint, ses parents ont immigré ici, il est libanais. J'ai des origines italiennes, ma grand-mère a immigré ici. Tu sais, fait que cette idée-là de dureté, de vivre, Absolument. puis de faire ta place. Ouais. Mais on dirait que quand tu arrives aux 50, tu dis, OK, c'est beau, là, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Maintenant, je veux vivre. Absolument. Et c'est là que on n'est pas équipé pour ça nécessairement. On n'est pas habitué. Non. Tu sais, il y a comme... On ne sait pas comment. Il y a deux arrêter ou vitesses. ralentir. Tu sais, C'est juste deux vitesses. on, C'est soit off. that's it. Il n'y en a C'est pas ça. d'autre. C'est ça. Fait que je pense que toi et moi, Ouais. on a un rôle de montrer l'exemple, de prendre soin de nous. C'est très important. Oui, pour justement les générations futures. Puis je trouve que les jeunes, ils l'ont plus que nous. Si tu Oui. regardes tes enfants... Absolument. Aujourd'hui, on a Pourquoi tu stresses? Sophia qui est On en a Sophia studio. qui est avec là. On nous a la belle Sophia aujourd'hui. qui est là. Oui. Mais tu sais, des jeunes comme Oui. ça qui sont capables de dire, regarde, non, je vais m'écouter. Ben, aujourd'hui, je me sens fatiguée. Non, je vais le faire. Ou tu sais, ça m'a donné... Ils ne prendront pas cette pression-là pour toi. Ils Exact. vont se donner. Ils ont la mission à cœur pour bien d'entre eux. Oui. Tu sais, je veux dire, au contraire de ce qu'on pense vraiment de cette Oui. nouvelle génération-là, Oui. ils ont de la mission, ils ont des causes intéressantes, mais ils vont pas mourir non plus. Ils vont être capables de trouver une juste balance. Oui. Et c'est là que nous, c'est notre prochaine éducation, c'est de trouver vraiment cette juste balance. Cette juste balance-là, cet équilibre-là, Absolument. d'où mon deuxième livre qui est Bête son masque à oxygène Oui. en premier. Je dis tout le temps en blague, je l'ai traduit Vrai. pour moi. Tu l'as traduit pour toi. Oui, c'est ça, j'en avais besoin. Mais on apprend là-dedans. Mais tu sais, je pense qu'il y a une question de maturité, il y a Oui. une question d'âge, mais il y a une question aussi, tu sais, oui, tu as voulu tout faire ça pour écouter, Oui. pour donner à la nouvelle génération, mais là, il est peut-être temps de les écouter. Tu sais, puis on a à apprendre de eux aussi. Absolument. Oui, Mais c'est pas facile. Cléo, c'est vraiment pas facile. I know. On me le répète 150 fois par jour, puis je suis sûre qu'on te le répète autant. Oui, Mais arrête, t'en fais trop, tu vas péter aux frettes, c'est too much. Mais je comprends, je Ouais. l'entends, mais comme on dit, quand tu vois ces yeux brillants-là, puis tu vois ces transformations-là, mon Dieu, ça a vraiment pas de prix, puis qu'on en donne des extras. Puis tout le monde qu'on couche sont comme, mais j'ai jamais eu ça. oui, Parce que je fais vraiment l'extra mal. oui, exactement. C'est fou. Le petit plus, puis c'est Le petit qu'aujourd'hui, plus. on est dans un monde très... tu sais, il y a des coachs au coin de rue. Absolument, ça Il y a n'en finit plus. tellement, ça n'en finit plus, alors que, tu sais, moi, je suis une On a coach une- de carrière, oui. j'ai fait ça toute ma vie, puis j'ose même Oui. plus utiliser le mot coach. Ben, c'est ça tu sais. que je disais à mon équipe aussi. J'ai dit, Non, c'est comme, C'est- on est là pour Non. accompagner, Absolument. tu sais, c'est comme, fait qu'il faut s'adapter aussi Oui. dans cette réalité-là. Donc, ma question pour toi, la Vicky dans 10 ans, elle est comment? C'est une question qui fait peur parce que je veux définitivement ralentir, mais je veux vraiment continuer à être au service des autres, ça c'est sûr et certain, mais de travailler peut-être plus intelligemment. Oui. Donc, tu sais, je me vois vraiment probablement à continuer des conférences, continuer d'accompagner, écrire des livres, tu sais, de transférer mon savoir le plus possible sans nécessairement avoir à courir comme une poule sans tête. Oui. Comme ça, par contre, je veux l'équilibrer. Ouais. Mais je me vois plus dans le transfert de savoir, puis de trouver une manière que je puisse voyager, puis que je puisse partager ma voix un peu partout à travers le monde, puis de profiter de la vie, même dans 10 ans. Je Oui. veux pouvoir profiter de la vie parce que la vie, elle est courte. De regarder ton histoire, Oui. Cléo, de regarder l'histoire de mon père, toutes ces personnes-là, que tu vois à quel point que la vie, elle peut être fragile. Oui. Il faut être en mesure d'être capable de créer des moments parce que c'est pas vrai que c'est juste à propos de l'argent. Puis oui, c'est bon d'avoir un impact, mais ça peut pas juste être à propos de ça. Il faut être capable de créer aussi des moments magiques dans cette vie-là pour que quand on part, ben nos enfants, nos familles, se rappellent quand même qu'on a Oui. vécu, Oui. qu'on a des belles histoires à raconter et non juste « Ah, mais elle était toujours partie, donc je sais pas vraiment. Elle était toujours occupée. Ça, non, ça va me faire mal. » Fait que Ouais. dans 10 ans, cette Vicky-là, je la veux équilibrée puis qui vit De sa présence. vie, mais qui De- va continuer à transférer son savoir. Exact.
Puis moi, j'aimerais ça dans 10 ans, être avec toi en vacances sur le bord de la on va mer. le faire. OK? Promis, on se fait cette promesse-là. OK, on se fait cette promesse-là. Absolument. Dans 10 ans, on va dire, hey, on n'aurait jamais cru avoir fait tout ça. Absolument. Quel bel impact. Puis nos enfants sont en train de prendre la relève. Hein? Que c'est beau, que c'est magique. Oui. Puis qu'ils prennent la relève. Oui, c'est ce qu'on veut. Ben, en fait, j'espère d'avoir eu cette influence positive-là. Parce que souvent, tu as des gens qui font tellement des transformations puis de l'impact qu'on sont oublie, pas là, qu'on oublie les gens près de nous. Exactement. Fait qu'on veut juste pas oublier ça. Puis les gens qui nous ont aidés. Fait qu'écoute, je te souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, moi, je te dis, je te remercie sincèrement d'avoir cette audace-là, d'adresser des enjeux, mais de faire quelque chose et de donner du temps de toi. Mais là, je te souhaite d'être la meilleure version de toi-même pour pouvoir continuer à faire ce que tu veux Je longtemps. le reçois. Merci. Amen. Je le reçois. Merci. Merci beaucoup, Cléo. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.